informations. Attention aussi. Quand ce joueur a le ballon. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bien sûr. Et bien, les invités dans ce numéro de C'est le foot, un corps de métier, il y a quelques saisons, eh bien, il était quelque peu inexistant, c'est le cas de le dire, dans les clubs de football. Aujourd'hui, eh bien, doit-on penser qu'il est incontournable, celui de kiné sportif? On aura évidemment les réponses avec vous, Aurélien Callot. C'est votre profession. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et merci du reste d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Juste à côté de vous, du reste, eh bien, il y a quelqu'un, mais d'abord, on va parler du championnat de la régionale, de Régional 1. On est à 3 journées du terme des préliminaires. La suite du parcours nécessite quelques explications. Éclairé, Teddy Fléau, eh bien, les calendriers, les statuts et règlements, vous faites partie en tout cas de ces différentes commissions. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir à toute la Guadeloupe et à tout le monde qui nous suit pour avoir des bonnes nouvelles de la suite de nos compétitions et principalement la Régionale 1. Et puis on vous écoutera avec beaucoup d'attention, ça vous le comprendrez aisément. Jérôme Joly. Alors, Jérôme Joly de Total Sport, régulièrement sur les différents stades. Bonsoir et merci de partager avec nous ces moments, je dirais, que nous allons passer ensemble dans ce Richard. numéro de C'est le foot. Oui, bonsoir Richard, bonsoir Steve, bonsoir aux invités et bonsoir à tous. Ouais. Et puis, bon, ben Steve, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, c'est surtout qu'on est très content ce soir d'accueillir. On pourra en parler, bien sûr, avec un kiné. Oui. Qui est là et qui accompagne en général pas mal de clubs maintenant. Donc, il pourra parler de son expérience avec son club. Et bien sûr, on pourra parler aussi avec Joly, poser quelques questions et puis être présent et demander aussi l'organisation et la mise en place qui sera mise pour le championnat. Et je voulais mettre en avant Joly aussi qui met aussi beaucoup en avant le championnat de R2 et qui accompagne. Donc, c'est une bonne chose pour notre football. D'où la raison pour laquelle il est sur le plateau de Canal 10. D'abord, les nouvelles du fiston. Très bien. Ivan. Ouais, très bien. Il est même en avance. Donc il a vu le chirurgien hier. Oui. Ça s'est très bien passé. Il a pratiquement un mois et demi d'avance sur la cicatrisation. Donc il travaille tous les jours. Il n'a jamais cessé. Il a eu même des semaines de repos, mais il n'a pas. Il continue. Et il va commencer à trottiner sérieusement à partir de, bien sûr, je pense, à la fin du mois. Des nouvelles franchement rassurantes, hein, n'est-ce pas, messieurs? Ouais. Oui. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je précise que vous êtes notre invité. Je veux parler donc d'Aurélien Callot. Vous êtes bien sûr kinésithérapeute. Alors, on parle de kiné, du sport, du sportif. Comment définissez-vous votre profession, justement, dans les clubs, d'une manière générale? D'une manière générale, le kiné, c'est vrai que celui qui apparaît sur les images télé, c'est souvent celui qui intervient sur le terrain, qui vient mettre un coup de bombe sur le joueur qui se blesse. Oui. Mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, on a un rôle très important. Sur le terrain, on doit vite, en quelques secondes, déterminer si le joueur peut reprendre la compétition ou s'il doit arrêter. Parfois, il faut le convaincre aussi de devoir s'arrêter parce qu'il risque d'aggraver sa blessure. Et puis on a aussi toute la préparation des joueurs d'avant-match. On doit les préparer, poser les straps, poser les tapes, les massages d'échauffement et puis aussi parfois soigner un orteil, protéger une plaie. Et puis moi je m'occupe aussi également de préparer les collations d'avant-match. Donc tout ce qu'il faut pour que les joueurs soient performants aussi tout au cours du match. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené avec la formation de la Gauloise? Ce qui m'a amené à intervenir, j'ai mes enfants qui sont formés à la Gauloise, donc j'ai déjà mis un pied dans le club. C'est vrai que mon travail me prend énormément de temps, donc j'ai mis du temps à me décider, et puis sous l'impulsion aussi de René Edouard qui prenait les commandes, à un moment donné, j'ai accepté de prendre ce poste et
et d'accepter la confiance que les dirigeants ont voulu mettre en moi aussi à ce moment-là. Alors, pour être kiné sportif, ça demande combien d'années d'études? Les études de kiné principalement sont de 5 années, enfin année de prépa ou de première année de médecine, Oui. plus les années de kiné proprement dites. Et ensuite, la kiné du sport est une spécialité. Donc moi je me suis formé auprès du kiné de l'équipe de France, Christophe Geoffroy à Clairefontaine, qui a appris beaucoup de choses aussi sur ce qui se passe dans la kiné du sport. Et c'est là que j'ai été formé et que j'ai appris un petit peu les bases de la kiné sportive. Alors en introduction, je disais justement, voilà une spécialité, c'est vrai, il faut dire, il y a peut-être 5 ans, on ne parlait pas tellement de kiné dans les clubs. Je suppose que vous êtes un petit peu de mon avis, messieurs, sur le plateau. Et aujourd'hui, bien, c'est incontournable. Exactement, quoi. Moi ça fait 3 ans que je suis un kiné et c'est vrai que je remarque aussi que d'année en année, j'ai l'impression aussi que de plus en plus de clubs font appel à des kinés aussi et c'est très bien, quoi. C'est très bien aussi qu'on en croise régulièrement au bord du terrain et je pense que c'est indispensable aussi dans le... Alors, comment expliquez-vous, disons, cette progression? Cette progression, je pense que si le niveau du football évolue, il faut aussi se mettre à la page et aussi indispensable aussi d'avoir des kinés qui sont là aussi pour les soins et remettre les joueurs sur pied le plus rapidement possible. Je veux dire, moi, quand un joueur se blesse, le lendemain ou le surlendemain, on essaie de le voir, parfois à la maison même, on essaie de poser un diagnostic assez vite, tout de suite essayer de savoir est-ce que c'est un coup, une entorse, une blessure musculaire. Est-ce qu'il a besoin de faire un examen, une radio, une écho? Et puis ensuite, on échange avec le médecin traitant, on essaie de déterminer une période d'indisponibilité, et ensuite débute les soins. Donc tout ça, c'est vrai que on essaie de gagner de temps pour que le joueur soit le plus vite rétabli et plus vite sur pied pour rejouer. Oui, alors... C'est vrai, il y a tellement de questions à vous poser. Par exemple, est-ce que vous avez un programme bien défini de rééducation, par exemple? Pour beaucoup de pathologies, oui, il y a des programmes kinés, bien sûr, tout à fait établis, quoi, qui sont, voilà, par exemple, pour une blessure musculaire, voilà, une échographie est indispensable. On détermine aussi tout de suite le degré de déchirure éventuelle, l'indisponibilité. Et il y a un protocole, bien sûr, qui est établi aussi pour les soins. Et il y a un protocole aussi, surtout, qui est important de reprise terrain. Je veux dire, une fois que les soins sont terminés au cabinet, il est indispensable aussi, moi je me charge aussi d'une reprise terrain individualisée du joueur pour aussi m'assurer qu'il n'y ait aucune chance de rechute et qu'il est totalement à même de reprendre l'entraînement collectif. Alors vous êtes là justement pour parler au nom de la Ligue, mais on ne perd pas de vue que vous faites partie d'un club, en l'occurrence le Sporting. Est-ce que ce club justement s'est doté déjà de son kiné? Comme vous l'avez dit, le kiné est devenu une ressource indispensable dans un club. Nous, au Sporting, nous avons notre kiné, Hugo, que je salue d'ailleurs. Puisque c'est nécessaire pour la mise en confiance des joueurs, déjà, ça aide. La mise en forme des joueurs avant le match, sur les straps, ça c'est psychologique aussi, il y a beaucoup de psychologie au-delà des soins. Et puis il y a vraiment l'acte du kiné, le soin, la récupération et la préparation d'avant-match. Ce que j'ai bien entendu parler de la collation, puisqu'ils ont aussi des connaissances là-dessus sur ce qu'on peut manger ou pas, ce qui pourrait faciliter une bonne forme du joueur au moment, à l'instant T. Et puis surtout la récupération quand on a des compétitions aujourd'hui qui s'enchaînent, le kiné est indispensable. Et bien sûr, sans compter les blessés, sur lesquels il faut avoir un suivi et sur lesquels les staffs souvent n'ont pas le temps de pouvoir s'occuper de cela en profondeur. Donc, alors, j'imagine que vous avez énormément de questions à poser. Non, mais énormément de questions, mais je pense surtout que le kiné est aussi très important pour le coach. Ça lui permet d'avoir aussi un relais et de voir l'évolution pendant la blessure et avoir une double confirmation entre le joueur et le kiné aussi pour donner une évolution et
et pour reprendre, parce qu'avant souvent les gens s'arrêtaient 15 jours, ils croyaient, ils revenaient sur le terrain et puis ils jouaient et puis après ils se reblessaient, voilà, donc c'est une spirale négative en général pour le club et pour l'équipe. Donc c'est vrai que là c'est surtout pareil, ça fait partie du staff en fait maintenant, la technique. Donc il est aussi important que peut être un adjoint, le kiné maintenant et un adjoint pour moi. Et un adjoint parce qu'il aide aussi pour les joueurs qui sont en train de reprendre, qui sont en rééducation. Et puis, comme il dit, il y a des blessures anodines, hein, souvent, hein, des petites entorses, comme on dit, des petites entorses en fait, des choses comme ça, et qu'un kiné peut aider rapidement à soigner par rapport aux fibres ou quelque chose, et puis surtout accompagne aussi pour les straps et tout ça, quoi. Oui, d'accord. Alors, vous confirmez, de toute façon, vous travaillez, je suppose, en étroite collaboration avec Bien sûr qu'on échange régulièrement aussi avec le coach sur l'évolution des soins, sur une reprise éventuelle de l'entraînement, parce que ça passe toujours par une reprise à l'entraînement. On ne reprend jamais en match directement, quoi. Je veux dire, pour être sûr à 100% qu'il n'y a aucune chance de récidive, le joueur il a toujours envie de jouer, donc c'est à nous aussi de temporiser en disant là oui, je veux dire là c'est possible avec protection ou pas, ou sinon c'est niet, on continue les soins, on continue les entraînements et on pourra reprendre la semaine d'après. Donc ça aussi on a tout un travail psychologique aussi pour expliquer à la fois aux joueurs qu'il n'est pas nécessaire et parfois aussi expliquer au coach que le joueur est malheureusement indisponible le week-end. Donc il faut toujours avoir une dose supplémentaire, en dehors d'ailleurs de sa spécialité, une appréciation sur le plan psychologique. Bien sûr, et d'accompagnement aussi du joueur. C'est jamais évident de se blesser, donc de savoir qu'on ne pourra pas jouer pendant 1-2 semaines, parfois des mois. Il y a des blessures aussi comme des ligaments croisés où ça prend des mois, et donc là il y a un réel accompagnement. On essaye vraiment aussi de voir les progrès, de suivre les progrès petit à petit, et de faire ce qu'il faut pour, peu importe le temps que ça prend, il faut le temps nécessaire, aussi des soins pour reprendre à 100%. Alors Jérôme Joly, en dehors d'ailleurs du micro, évidemment, on ne doit pas perdre de vue que vous êtes aussi un footballeur, et vous l'avez déjà prouvé à plusieurs reprises avec différents clubs. Actuellement vous êtes avec l'USC Bananier. Il y a un kiné déjà chez vous? Un petit temps d'hésitation là. Oui et non, parce que lors de ma première saison, il y avait un kiné qui était plutôt stable, mais cette saison, il est plutôt moins présent. Mais après, je trouve que c'est très important, c'est même indispensable pour un club d'avoir un kiné, parce que il y a des blessures, donc il faut... Il y a souvent des blessures dans votre club aussi, justement. Il faut qu'on ait un kiné, parce que sinon ça risque de mal donner, parce que moi il y a 2 ou 3 saisons de cela, j'avais eu une blessure au niveau des genoux. Je pensais que j'allais pouvoir plus retourner sur les terrains, mais grâce à un kiné, donc aujourd'hui je suis en pleine forme. Donc il nous faut un kiné. C'est bien dommage, et tous les clubs ne pensent pas avoir un kiné, parce que avec l'évolution du sport, c'est même pas le football, c'est même pas que le football, avec l'évolution du sport, donc il faut des kinés dans tous les clubs. Oui, mais c'est quand même dur. Oui, justement, mais c'est quand même dur, je suppose, pour vous, parce que là, imaginez par exemple qu'il y a plusieurs blessés dans le club. Qui c'est qui va s'en occuper? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, après, ils ont un très bon master. Après, je ne sais pas s'il est spécialisé dans ce domaine, mais il est présent quand même si, après, vous savez, notre football, des fois, il y a ceux qui ont la possibilité d'avoir un kiné en permanence, il y a ceux qui n'en ont pas, donc après, on ne va pas miser là-dessus. Mais l'essentiel, c'est que quand il y a des blessures graves, il y a quelqu'un qui est présent pour nous. Steve. Non, je vais juste intervenir, parce que souvent on dit le kiné pendant la blessure est très important, mais il est surtout très important aussi au niveau de la reprise, parce que souvent les joueurs ils sentent que ça va mieux, les chevilles ou quelque chose, alors que les fibres c'est rien, mais musculairement derrière, si on n'a pas travaillé pratiquement pendant 3 semaines, 1 mois, on perd en masse musculaire, et c'est là qu'on rechute en fait au niveau des blessures, ou on se blesse à un autre endroit suite à une reprise, quoi. Donc c'est vrai que c'est énormément important, et en plus c'est problématique bien sûr qu'on a avec les terrains.
mauvaises surfaces, des surfaces très dures, des terrains durs, donc évidemment c'est compliqué. Donc oui, et de plus en plus, je pense qu'au niveau de l'alimentation aussi, on mange de moins en moins bien. Donc Oui. ça, c'est aussi une cause de blessure. Oui, parce que Et l'alimentation, et on boit peut-être pas assez d'eau, parce que comme on voit ici par rapport à la chaleur aussi, souvent on oblige, et même moi, quand j'ai joué ou quelque chose, pour boire 5 litres, c'est difficile, et puis il faut pouvoir les boire, les 5 litres, pratiquement quand on a une activité, parce que sans boire, on doit en boire 3, donc quand on a une activité, on doit pratiquement doubler, donc c'est difficile. ce sont deux spécialités qui comment je pourrais dire, en fait, disons qui se rapprochent, hein, c'est-à-dire masseur et kiné. Bien sûr, dans notre diplôme, il est stipulé masseur-kinésithérapeute. Nous sommes habilités à réaliser les deux, quoi. Après, si je peux juste rebondir par rapport aux clubs qui ne font pas appel au kiné, je pense aussi que c'est pas évident non plus, plutôt au kiné de se libérer, vu la somme de travail que l'on a aussi la semaine, d'accepter aussi ce surplus. Je veux dire, il faut vraiment aimer aussi le football, il faut que ce soit une passion. Et c'est votre cas. Exactement, je veux dire, pour passer le temps que je passe auprès des joueurs, je veux dire, que ce soit la semaine ou le week-end, comme ce week-end on part à Marie-Galante tout le dimanche du 14 février, jour de Saint-Valentin. Il faut vraiment aimer ça aussi, il faut faire des compromis, et voilà. Mais je veux dire, à partir du moment où on accepte, on le fait avec grand plaisir, mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver des kinés qui sont disponibles pour assumer aussi ce travail. Je pense que c'est peut-être plus le côté compliqué de la part des clubs, peut-être, de trouver ce genre de personnes. Justement, et voilà une question, comment établir la confiance entre les joueurs avec le kiné ou alors avec l'encadrement technique de manière générale? Après, la confiance, elle se gagne aussi. Je veux dire, quand on est disponible, quand on réalise des soins aussi de qualité, qu'on est présent aussi, qu'on est disponible. Moi, je veux dire, quand on a besoin d'un appel, on met un message et dans la journée, j'essaie de trouver une place pour qu'on essaie de commencer les soins le plus rapidement possible. Donc après, c'est petit à petit que la confiance se gagne. Et puis après, les joueurs, certains, je les connais depuis des années, donc c'est vrai qu'on a une complicité. Lors des soins, on partage beaucoup de choses, et puis on partage surtout la passion du football, hein, qui est aussi énorme, quoi. Je veux dire, on partage les joies des victoires, les joies des défaites. On fait partie de ce petit groupe et c'est beau, quoi. C'est vrai qu'ils ont confiance en moi, et j'ai totalement confiance en eux aussi quand ils sont sur le terrain. Donc voilà, c'est vrai. Alors il y a une question peut-être qui fâche un peu, hein, il faut quand même la poser. Lorsqu'un kiné arrive dans un club, bon, est-ce qu'il exige, j'en place le qualificatif quand même, est-ce qu'il exige justement un défraiement ou quelque chose comme ça? Oui, enfin, il exige ou pas. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation à demander un défraiement. Après, ça, c'est un échange qu'on a avec le club par rapport au temps que l'on passe. Après, c'est vrai que ça ne correspond par rapport à nos honoraires de la semaine. Ce n'est pas toujours avantageux, peut-être, mais on est voilà. C'est pas une question d'un. Ce n'est pas un critère. Absolument pas. Voilà, non, absolument pas. L'argent n'est pas du tout quelque chose qui rentre en ligne de compte, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le plaisir de partager cette passion et d'accomplir la mission au mieux qu'est mon rôle de kiné de ce club que j'aime beaucoup aussi. Il faut aussi aimer le club. Je pense que c'est pas anodin non plus de faire partie d'un club. C'est pas du jour au lendemain où on a un appel. On accepte aussi pour beaucoup de raisons, et ça en fait partie. Alors avec le Sporting, c'est quasiment pareil. Hein, bon. Oui, c'est exactement pareil. On a notre kiné qui est aussi très confident des joueurs, parce que tu as posé la question tout à l'heure. Le kiné, puisque le moment du massage c'est quand même un moment privilégié, et il entend des fois des choses. C'est pour ça que, comme l'a dit Steve, le kiné fait partie du staff, parce qu'il peut aider beaucoup sur l'aspect psychologique, l'entraîneur, le staff à peut-être prendre les meilleures décisions, à savoir quelle est la situation du moment du joueur. Donc c'est des choses qui sont aujourd'hui, quand on veut monter vers l'excellence, qui sont indispensables aujourd'hui. Steve? Oui, non, mais tout à fait. Bon, c'est comme on a dit. Alors, moi, j'aurais bien voulu savoir, c'est s'il avait fait déjà une licence en tant que joueur aussi à la Gauloise. Non, j'ai jamais eu la chance. J'ai été joueur ailleurs en métropole, mais pas à la Gauloise. Non, Ok. du tout. Et pourquoi pas un jour?
Ça sera Pourquoi dur de pas lier les deux. Voilà, je pense aussi qu'il faut faire des choix, tout simplement. Donc voilà, mais ça aurait été avec plaisir. Ça aurait été avec plaisir. Alors, voilà un deuxième sujet que l'on va aborder, mais là, ça va être avec vous, Teddy Fléau. Oui. Et on va parler du championnat, justement. Le championnat de Régional 1. Eh bien, j'ai envie de dire, fin de la première partie, la partie préliminaire, ce sera d'ici quelques jours, hein, ce sera précisément le 28 février, si on respecte le calendrier. Le calendrier est Alors, respecté, oui. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors après cette première phase dite préliminaire, il va y avoir ce qu'on appelle dans notre jargon sportif le play-off Oui. et le play-down. Parce que s'il y a un play-off, il y a un play-down. Au play-off, nous aurons les 4 premières équipes de chacune des poules A et B qui seront qualifiées et se retrouveront dans une poule unique dite élite régionale. Et nous aurons donc les 5 autres équipes, puisque je rappelle que la régionale 1 est composée de 2 poules de 9 équipes. Donc nous aurons les 5 autres équipes de chacune des poules qui se retrouveront dans une poule dite de relégation et qui feront partie donc du play-down. D'accord. Voilà le format général de nos compétitions pour qu'on puisse arriver à un nombre de matchs aussi suffisant, puisque là ils auront joué 16 matchs et nous finirons cette compétition par des matchs aller-retour. Précision importante, les équipes rencontreront que les équipes de la poule adverse, donc c'est-à-dire les équipes contre lesquelles elles n'ont pas joué. D'accord. C'est-à-dire que pour rester dans le format d'un championnat d'élite, on se rencontre 2 fois, pas 3 ou 4, mais on se rencontre 2 fois, aller-retour. Donc les équipes de la poule A, les 4 premières, se sont déjà rencontrées 2 fois. Elles seront réunies dans une même poule, mais elles vont rencontrer les 4 autres équipes en aller et en retour. Alors, si je vous ai fait venir, vous comprendrez. Donc on ne rencontre pas les autres. Non, Ok. non, puisque ça dévoile le championnat d'élite même. D'accord. Ok. Alors, je disais que si je vous ai fait venir, c'est parce que bon, il y a plein d'interrogations, je rencontre plein de gens qui me posent des questions, savoir mais qu'est-ce qui va se passer après le championnat? Bon, est-ce que ça va être un championnat normal? Bon, on sait bien que ça va être un championnat. Pour l'instant, ce qui se passe, ce sont il faut bien préciser que ce sont les 4 premières équipes de chaque poule qui vont s'affronter dans la deuxième partie. On est bien d'accord. Les 4 premières équipes de chaque poule se retrouvent dans une poule unique. Dans une poule unique. Élite régionale. D'accord. Elles ne vont pas toutes se rencontrer dans cette poule unique. Les équipes de la poule A ne se rencontreront plus. Oui. Les équipes de la poule B non plus. Donc il y aura une équipe de la poule A qui va rencontrer les 4 autres équipes de la poule B en match aller-retour. Donc ça fera 8 matchs pour chacune des équipes. Et plus les 16 qu'ils ont fait en match aller, ça fera 24 matchs, 24 journées dans la saison. Bon, et les équipes justement qui se trouvent après? Les équipes qui se trouvent après, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y aura les 4 premiers. et les 5 premiers, c'est le même format, c'est-à-dire Voilà. que les 5 derniers, du moins, les 5 derniers se retrouvent dans une poule unique de relégation. Donc ils sont 10. Les 5 de la poule A ne rencontreront pas les 5 de la poule B. Donc une équipe de la poule B va jouer 5 matchs aller-retour, donc 10 matchs. 5 équipes du moins aller-retour, donc 10 matchs pour terminer la saison et savoir leur classement. Ouais. Alors, au terme de tout cela, qu'est-ce qui va se passer? Au terme de tout cela, Oui, parce que là ce sera la deuxième partie. Ouais. Si vous voulez, ce sera, disons, un autre parcours, un autre championnat. Il y aura 5 équipes ou 6 équipes oui. qui vont descendre. Voilà. Alors, oui. Avant d'arriver à là, quand même, il y a quand même une particularité, c'est-à-dire que les équipes ne se rencontreront plus. Il faut quand même que nous puissions comptabiliser les points réalisés entre elles. C'est-à-dire que le championnat, si vous voulez, si on fait un championnat pour la poule haute, il commence à partir de la 6e journée, 7e journée du moins. Il y a déjà 6 journées de jouer. D'accord. Donc ça veut dire que les résultats réalisés dans la première phase dite préliminaire contre les 3 autres équipes de la même poule, puisqu'ils sont 4. Donc moi, si je suis l'équipe A, il y a l'équipe B, l'équipe C, l'équipe D. J'ai joué contre l'équipe B, l'équipe C, l'équipe D qui est aussi qualifiée. Je prends les résultats. Je calcule, si j'ai gagné 2-1, ça fait 4 points, ça fait plus 1. D'accord. J'additionne le nombre de matchs réalisés qui est 6, puisque j'ai joué aller-retour contre les 3 autres équipes. Et j'ai déjà un nombre de points pour démarrer le championnat de play-off.
Et c'est exactement pareil pour le play down. D'accord ? Donc les mathématiciens des clubs, les calculateurs normalement devraient pouvoir vite, vu que ça se termine très bientôt, réaliser des simulations et savoir où ils en sont. Nous, à la Ligue, en tout cas, les équipes chargées de cela, on essaie de le faire. De toutes les manières, il faudra qu'on le fasse au final et faire valider tout ça par nos commissions respectives. Alors, 28 février, donc ça va mettre un terme. Cette date, ce sera la fin des préliminaires, on est d'accord. Et la reprise, ce sera compté quand ? Ben voilà, c'est pour ça que c'est très important ce que je viens de dire, c'est-à-dire que nous avons un championnat en 2 phases, et comme dans toute compétition, il y a des matchs qui se jouent sur le terrain, et il y a pas souvent, mais il y a quelquefois quelques litiges qui sont en cours, puisque le classement est toujours sous réserve des litiges en cours. Donc il faudra épurer ces litiges de la première phase s'il en existe. J'espère qu'il en aura le moins possible. Et lorsque ces litiges seront épurés, que les classements homologués et validés, on pourra démarrer la seconde phase. Et donc on s'est donné un objectif de pouvoir réaliser ça en 2 semaines. En 2 semaines. Ouais, et 10 jours, 2 semaines. Ce qui veut dire il n'y aura pas trop de retard, pour démarrer la saison à venir. Et voilà, et la saison à venir, c'est-à-dire 2021-2022 2021-2022. Oui. Non, on n'aura pas. Vous avez 8 matchs, on est encore en début mars, vous comptez le nombre de week-ends, on a de quoi les placer. 8 matchs pour la poule unique régionale et élite régionale, et 10 matchs pour la poule unique de relégation. Non, mais je vous dis, les 10 journées, je veux dire. Je vous pose la question, puisque vous venez de le dire, avec les litiges, parce qu'il va en avoir des litiges. Donc, alors, pour les litiges, vous dites que vous allez vous donner combien de temps ? 2 semaines, c'est ça ? Pour les résoudre ? Oui. Le litige, on prend une simulation litige dernier match, 48 heures pour pouvoir confirmer sa réserve, confirmer la réserve. Et puis nous, nos commissions aujourd'hui sont assez réactives, parce que nous avons remettre en place depuis 4 ans que nous sommes là, mais avec l'arrivée du Covid, de mettre en place des nouvelles procédures d'exécution de nos commissions qui se font à distance sur des visio, Zoom ou encore Starleaf. Donc les commissions se réuniront le plus rapidement possible pour statuer sur ces litiges. Oui. On se retrouve tout à l'heure. C'est très passionnant ce que vous êtes en train de nous expliquer. Teddy Fleron, on se retrouve tout à l'heure. Pour l'instant, une page couleur dans cette édition. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités. Oh, que c'est passionnant ce que on est en train de voir et surtout d'entendre avec vous, Teddy Fleron, concernant d'ailleurs ce championnat. Donc, première partie préliminaire qui va se terminer le 28 et tout de suite après, ce sera la deuxième partie. Mais comment ça va se répartir ? Parce que c'est vrai, il y a des équipes. Est-ce que ce sera en fonction du nombre de points des équipes ? Comment pour le classement déjà ? Comment ça va se passer dans le concret ? Alors, concrètement, la deuxième partie démarre avec déjà des points acquis, puisque il y a eu des résultats entre ces équipes, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc 4 équipes qualifiées en poule A, 4 équipes qualifiées en poule B. Les équipes de poule A, elles ont joué entre elles, les équipes de poule B ont joué entre elles, les 4 premières, match aller-retour. Il faut comptabiliser donc les résultats de ces matchs-là pour faire les points de chacune des équipes. Oui. À partir de ce moment-là, il y a un nombre de points, buts marqués, buts encaissés, entre ces équipes-là. Et donc, vous avez un classement des 8 équipes au départ. Et donc, on a premier, un tel, deuxième, troisième, jusqu'au 8e. C'est-à-dire que ça ne sera pas réellement au nombre de points. Alors, Jérôme voulait justement dire quelque chose. En fait, pour les téléspectateurs, donc concrètement, par exemple, tu dis, si on tient compte de l'actuel classement. Oui. Si on dit par exemple, maintenant on sait que le phare est donc premier dans son groupe, suivi des jeunesses, etc. Donc si actuellement, dans ce classement qu'on a là, si on disait que le championnat arrête maintenant, qui est premier ? Alors si on fait une simulation, on appelle ça des simulations. Donc avant de venir quand même, j'ai un peu regardé ce qui se passait. Alors j'ai une simulation à date, je l'ai faite, donc ça ne tient qu'à moi, je peux aussi me tromper, chacun peut le faire de son côté. On aurait Jeunesse Évolution en démarrage, il y a encore des matchs à jouer. On démarrait avec un championnat en poule haute, play-off poule unique élite régionale avec Jeunesse, 18 points, Phare 16 points, Gosier 14 points, USR 12 points,
Juventus 11 points, SS 11 points, CSM 10 points et Red Star 6 points. Tout en sachant que, simulation à date, il n'y a pas l'ensemble des matchs n'ont pas été joués. Oui, d'accord. Et qu'il reste encore jusqu'au 28 février des rencontres potentiellement entre les équipes. Je dis bien potentiellement parce que c'est une simulation. Ça veut dire qu'aujourd'hui je pourrais vous dire oui, mais Phare va jouer contre Red Star à la vendredi, donc il faut que la Red Star. CSM va jouer oui, contre Juventus, mais tout est relatif parce que si Red Star au classement final, c'est pour ça qu'il faut jouer jusqu'au bout et contre toutes les équipes. Si la Red Star ne finit pas dans les 4 premiers, tout ce que je viens de dire tombe à l'eau. Effectivement, parce que derrière, par exemple, il y a l'USBM qui met la pression. Donc l'USBM serait dans les 4 et donc il faudrait revoir le classement que je viens de vous donner. Il faudrait tout revoir parce que l'USBM n'a pas peut-être fait les mêmes résultats que la Red Star contre Jeunesse, USR ou Phare. Donc il faut revoir. Donc c'est des simulations qu'on doit faire à date. Et la meilleure des simulations, qui ne sera pas une, ce sera celle que la Ligue fera, les commissions, après le 28 février. En prenant en compte les litiges. En résumé, quand même, c'est les 4 premiers sur un classement classique par rapport au championnat qui seront tous dans le second. Qui seront qualifiés, ouais. Et donc, dans le second, il n'y aura que les confrontations directes qui sont comptabilisées de cette poule de 8 équipes. Il n'y aura que les confrontations directes. Alors, est-ce que pareil pour la poule basse ? Exactement le même procédé. D'accord. Donc en résumé, alors dans le groupe de travail, puisque c'est un travail qui a été fait de réflexion après le Covid, parce que c'est une saison particulière. Donc il y avait, je les remercie pour leur participation, je peux peut-être en oublier, mais Jocelyn Anglomas, Gérard Pinson, Richard Albert, il y avait, donc on a travaillé sur ces sujets-là. Et on a essayé de trouver la meilleure définition possible pour que le championnat soit le plus attrayant possible, qu'on soit encore aujourd'hui en février en train d'en parler. Et pour qu'on soit, parce que je peux vous dire que la play-off et play-down, ça va être encore quelque chose d'encore plus fort, en sachant qu'on part avec des points acquis et des points dès le départ. Ça va être beau à voir. Donc on va espérer que nos équipes, nos arbitres, nos acteurs seront tous au niveau, nos journalistes. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans la deuxième phase de ce championnat, eh bien, si vous véritablement ça va se jouer, parce que pour l'instant, rien n'est décidé dans le fond, puisque bon, il va y avoir une deuxième partie. Une équipe par exemple qui actuellement se trouverait en mettant la phase conditionnelle peut-être à la 7e place dans sa poule respective, eh bien, peut facilement, pourquoi pas, s'imposer dans le championnat. Ça peut arriver. Ça va être, pour l'équipe 7e, ça va être plus compliqué. Parce qu'elle ne fait pas partie des 4 premières. C'est pour ça que tous les résultats comptent. C'est-à-dire qu'il faut quand même gagner ces matchs contre toutes les équipes pour pouvoir se retrouver dans les 4 premiers. Ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'une équipe qui se trouverait 2e ou 3e aujourd'hui d'une poule, on dirait, qui aurait eu des résultats bons contre ses adversaires directs qualifiés, se retrouver avec un avantage au début de la compétition play-off. Maintenant, à elle de pouvoir le préserver, parce que les équipes, sachant, puisque le classement sera diffusé, elles vont faire en sorte déjà de rattraper les points de retard qu'elles ont. Donc ça va être très 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 intéressant. Ça va être très intéressant et je dis aussi fastidieux. Et puis les équipes vont faire très attention aussi pour ne pas perdre de match, c'est sûr. Après, franchement, Richard, je trouve que c'est extrêmement intelligent de la part de la Ligue guadeloupéenne de football. Et franchement, de mettre en place justement. Franchement, félicitations à eux parce que il n'y en a pas beaucoup qui ont pensé à cette formule-là. Et franchement, je trouve que c'est assez intelligent. Et de leur part, t'es dit félicitations parce que là, vous m'avez surpris, franchement. Voilà. C'est très bien. C'est bon. Non, c'est clair, c'est totalement. Ça a été critiqué. On a été. Nous aussi, on a critiqué plus ou moins. Mais après, on a dit c'est une expérience qui était à faire. Pour l'instant, ça se passe très bien. Après, il y aura toujours des mécontents, je suppose, par rapport à la situation. De toute façon, c'est le Covid. Mais dans l'ensemble, ça donne vraiment une dynamique dans le championnat. On sent que pratiquement tous les week-ends, c'est match coup. Donc, pour nous, en commentant les rencontres, on s'en rend compte un petit peu la pression qui règne un petit peu sur les terrains. Et ça donne un très très bon championnat jusqu'à présent. D'accord. Alors, du football, puisqu'il y en a eu quand même la 15e journée, et puis il y a le CFA finalement qui s'est imposé face à la Red Star. Et deuxième victoire donc pour cette équipe de la CFA.
c'est quand même, je dirais, une très bonne chose, hein, Jérôme. Ah oui, moi qui suis pas tous les matchs du CFA, je l'avais dit à maintes reprises. Donc pour moi, c'est une équipe. Moi, personnellement, je prends du plaisir à regarder parce que s'ils sont des jeunes garçons, ils sont sur le terrain, mais ils ont envie. Ils ont envie, ils ont la détermination. C'est vrai, après, ça manque un peu d'expérience, mais il y a cette motivation qui est toujours là. Donc, quand il y a une équipe jeune qui joue avec cette motivation-là, avec cette détermination-là, ça donne tout simplement envie de regarder. Et moi, je l'avais dit, CFA, ils vont gagner d'autres matchs. Donc, ils ne vont pas rester que sur des victoires. Exactement. Et puis, n'oubliez pas, Steve, Frédéric Bourdino, qui est le coach justement de cette équipe de CFA, sur le plateau du Canal 10, nous l'avait dit, qui nous donne un rendez-vous. Qu'ils allaient monter sûrement en puissance et que c'est normal, hein, c'est des jeunes, ils prennent aussi de la maturité en enchaînant des matchs, des rencontres. Ils s'endurcissent, après, voilà, donc il y a de la qualité, c'est quand même des joueurs qui ont été sélectionnés individuellement, donc pour ça on n'a pas, je veux dire, c'était sur l'aspect physique qu'on avait surtout peur, et puis on se rend compte qu'au final ils sont capables aussi de monter leur niveau. La preuve à l'aller, ils ont pris, on va dire, une déculottée qu'ils avaient pris face à la Resta. C'est d'ailleurs, les joueurs étaient assommés, pratiquement 3-0, je crois qu'il a été en espace de 15-20 minutes, même pas. Donc ils étaient un petit peu effondrés, et là on a vu qu'au retour ils étaient capables de renverser la tendance. Et voilà, donc c'est bien qu'on ait des jeunes qui soient confrontés comme ça, avec du niveau régional. Et puis c'est bon pour notre football en général, hein, parce qu'il y a ceux qui partiront, mais il y a ceux qui resteront. Donc même pour nous, c'est vraiment une très très bonne chose. Et pour notre championnat, parce que ça relance aussi le classement. Oui, ça relance le classement, ça c'est vrai, c'est sûr. Peut-être quelque chose à ajouter Ça relance vraiment le classement, oui, parce que ça met la Red Star à portée de fusil de l'USBM avant la fin de 3 dernières journées. Et c'est tout ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est totalement différent. Et là, on est obligé de jouer jusqu'au bout les matchs. Et surtout, il y aura une finale USBM Red Star. Exactement. D'ailleurs, au terme de cette rencontre, Eddie Raboteur, qui est le coach de cette équipe de la Red Star, il a reconnu la valeur de ces joueurs du CFA. Au reportage signé Daniel Iraville. Frédéric Bourdino, l'entraîneur du CFA en R1. Voilà. Alors, déjà, je vais rendre hommage à notre adversaire parce que c'est une belle équipe de la Red Star. On a été capable de créer des occasions, de marquer des buts. Et en football, quand on n'en encaisse pas et qu'on marque, en général, on gagne. Voilà. Oui, mais nous, alors je cesse de le répéter à mes collègues et j'invite les gens qui viennent voir les matchs à regarder attentivement. On cherche vraiment à jouer, à l'excès peut-être des fois. On donne des fois le bâton pour se faire battre, mais on est dans un projet de formation des jeunes joueurs des Antilles-Guyane. Et c'est parce qu'on va être ambitieux qu'on pourra avoir de l'espoir pour nos jeunes. Et c'est vrai que cette ambition avec notre jeunesse, parfois on est naïf et on se fait punir par des équipes qui sont mieux organisées ou un peu plus expérimentées, dirons-nous. Merci monsieur, au plaisir. Ah oui, c'est une défaite et le CFA mérite sa victoire. Les gamins ont bien joué face à nous. On a eu en première mi-temps, on devait mener 4-5-0. On a raté les buts. On se fait prendre sur un contre. Il marque. On arrive à égaliser, chose qui devait être difficile normalement pour nous, mais on arrive à égaliser. On fait le plus dur avant la pause. En deuxième mi-temps, on entame et ils sont encore sur un compte, on se fait prendre. Et après, on croit pour le score. Mais je pense que mes gars, ils vont comprendre que le football, c'est pas un amusement et qu'à certains moments, il faut rester rigoureux dans tous les gestes, dans tout ce qu'on fait. Donc peut-être qu'il fallait prendre cette claque-là pour rebondir, mais pourquoi pas. On ne peut qu'accepter la défaite et une belle défaite. Très beau match. Alors moi je dis félicitations à l'équipe du CFA. Il faut qu'ils continuent et si on peut jouer tous les week-ends des matchs de ce niveau, ce serait très bien pour le football guadeloupéen. Alors le numéro 10 du CFA, moi sur 10 je lui donne 8. Il a fait un super match, il était dans toutes les actions, il a tenu la barque de son équipe, il était à la manœuvre ce soir. Super joueur et je l'ai félicité après le match. Okay. Donc, je vous remercie monsieur. Merci beaucoup à vous pour le travail que vous faites. Ouais, c'est quand même bien de la part d'un entraîneur qui reconnaît la valeur justement de l'équipe adverse, hein, messieurs. Ah oui, c'est très fair play surtout. On a besoin de ces genres de déclarations après match. Donc quand
n'était pas bon, et il faut reconnaître. Après, il faut bosser pour le prochain match, donc c'est ça le plus important. Alors avant de parler justement du classement, j'aimerais quand même revenir un peu, si vous le permettez, Titi Fléau, eh bien, sur une affaire qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Eh bien, c'est tout simplement le joueur du phare de Petit Canal qui finalement, eh bien, semble-t-il, rencontre quelques difficultés pour quitter le club. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pas grand-chose, peut-être? Non, inspiré, non. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des périodes de mutation qui sont clairement définies par la Fédération française de football. Ce n'est pas la Ligue guadeloupéenne qui les définit. 1er juin au 15 juillet pour la période normale de mutation, où là les clubs peuvent s'opposer mais pas faire plus de choses que cela. Le joueur peut quitter son club. Et il y a une période qu'on appelle hors période, qui est celle du 15 juillet au 31 janvier de l'année d'après, où le joueur peut quitter durant toute cette période son club, peut demander à quitter son club, c'est-à-dire en ayant son accord. Alors, c'est dans les règlements de la Fédé, il faut l'accord du club quitté pour pouvoir rejoindre un autre club entre le 15 juillet et le 31 janvier. D'accord. Et quand un président, par exemple, demande à ce que les 4 500 francs versés soient remboursés, ça c'est autre chose. Maintenant, là, lorsqu'il y a un litige sur cet aspect-là, ce que je viens de dire, il y a la commission régionale statut, règlement et contentieux de la Ligue qui traite le dossier à partir d'un certain temps, ou s'il y a un refus à traiter et que le club considère le refus comme abusif. Donc la commission traite. Je crois, parce que sur cette affaire qui fait du bruit, je crois que la commission a pris déjà une première décision et que le dossier est en cours. Il y a appel. Donc, laquelle? Il y a un appel. Donc moi, sur le dossier, j'ai pas grand-chose à dire parce que le dossier est en cours. D'accord. Mais, comme tout le monde le sait, donc moi j'ai déjà débattu sur ces sujets. Donc c'est vrai, j'ai fait des analyses assez pointues sur ces sujets. Même si en ce moment, donc, je reçois quelques menaces, mais après, c'est mon travail, c'est ça le risque de ce métier, le journalisme. Donc, j'ai déjà analysé ce dossier. C'est vrai, j'ai analysé la décision de la commission. Il y a certains paramètres qui n'ont pas été pris en compte. Après, j'ai analysé en fonction de ce que j'ai comme données, comme information. Après, c'est la commission de décider, c'est aux deux parties de trouver un terrain d'entente. Donc, après, moi, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur ce dossier. Après, je crois que, comme je viens de le dire, la commission, il y a quelques informations supplémentaires qu'elle doit avoir après pour trancher, mais bon, tout ce que j'avais à dire, je l'avais déjà dit. On précise que c'est un joueur d'origine haïtienne et qu'il s'agit de... Ah oui, il s'agit de Addison Kenny Charleston et Stanley Joseph qui est parti à l'USBM, qui est signé avec l'USBM, et Addison est à la Dynamo, donc les deux sont bloqués, c'est pratiquement pour la même cause, et le FA a réclamé 4 000 € pour chacun. D'accord. C'est ce qui fait au total 8 000 €. Alors, affaire à suivre, ici. Affaire à suivre. On parlait qu'il n'y ait pas d'argent dans le football amateur. C'est interdit, donc bon, on va voir ce que ça va donner. Ça, on peut pas juger, c'est pas nous qui allons juger. Donc, voilà. Alors, donc, une affaire à suivre, on aura l'occasion évidemment de revenir là-dessus. Eh bien, on va parler justement, on va donner les différents résultats concernant la 15e journée de la Régionale 1. Alors, avec notre confrère, surtout notre réalisateur, à savoir Yann, donc dans le groupe A, AS Gosier qui était opposé à la solidarité scolaire. Ça a été un très bon match. Magnifique match. Très bon match. On s'est régalé. Alors pour les entraîneurs, c'est toujours frustrant. Quand une équipe a pris 3 buts, qu'on a réussi à marquer, c'est rassurant, mais ça reste assez frustrant parce que j'en ai eu un des entraîneurs
il en a parlé, mais au final, nous, en tant que téléspectateurs, on s'est régalé. C'était un match ouvert. On a vu vraiment de la qualité technique, on a vu des actions, on a vu vraiment, on s'est régalé. Ce que j'ai retenu dans cette rencontre, justement, ce que j'ai retenu dans cette rencontre, fair play, beaucoup de fair play, et puis ça a été exactement comme à l'aller, messieurs. Ça a été aussi un gros match. Un très gros match entre ces deux formations. Donc alors au final, elles se sont quittées sur un score de parité, je le disais, 3 partout, 1 partout entre la Gauloise et la Juventus de Sainte-Anne. Le CSM qui a battu l'Arsenal, avec à la clé, eh bien, le limogeage justement du coach de cette équipe de l'Arsenal, à savoir Chalcourt, Rudy Chalcourt, qui n'est plus entraîneur de cette équipe de l'Arsenal. L'Amical et le Stade Lamantinois se sont quittés sur un score de parité, 1 but partout. Dans le groupe B, maintenant, on va voir ce que ça a donné. Alors la GSVH et le Racing, les deux clubs bastériens se sont quittés sur un score de parité de 3-3. La Dynamo qui s'est fait battre par le Phare de Petit Canal 2-0. Le CERFA, on le disait tout à l'heure, 2-1 face à la Resta et l'USR contre l'USBM. 1 partout, exempt la Jeunesse Évolution. Au classement dans ce groupe A, on va voir tout de suite. Eh bien, l'AS Gosier qui caracole en tête avec 44 points devant le CSM 40, 39 pour la Juventus de Sainte-Anne, 4e la Solidarité Scolaire, et puis ferme la marche, le Club Sport avec 19 points dans la poule B, le Phare 45, 2e la Jeunesse Évolution 40, 3e l'USR 35, 33 pour la Resta 4e, et le CFA 21 points, mais qui continue de grimper quand même, cette équipe de la CFA. Steve. Oui, exactement, comme on a dit, même si elle est quand même décrochée, on va dire psychologiquement, mais pour eux d'avoir déjà rencontré 2 rencontres, surtout qu'en plus c'est quand même sur des, on va dire des équipes, si la Resta descend, qu'ils auront en direct par rapport à leur championnat. Enfin, on va voir, en fait, le championnat n'est pas encore établi, mais bon, on va dire que malgré leur classement, ça reste une belle équipe et c'est ce qu'on retient quelque part. Malgré le classement de toutes les équipes, on a vu dans chaque poule du football, des belles équipes. Donc ça, pour moi, cette année, on a eu un championnat beaucoup plus élevé que la saison passée. Malgré une situation sanitaire. Exactement, malgré les conditions. Ouais. La situation sanitaire nous a imposé ce format. Ce format. Et qui plaît à tout le monde. Et qui a l'air de plaire. Ouais. Et il a l'air de tellement plaire. On fera le bilan à la fin. Voilà, alors, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas mal. Il y a du suspense. Et la Ligue, nous avons dû, de ce fait-là, puisqu'on a quand même des oreilles, on entend, on écoute. On a mis en place dernièrement au comité de Ligue un groupe de réflexion sur le format actuel pour qu'il nous sorte un peu le bilan et qu'il nous propose aussi comment il verrait les choses pour 2021-2022. Un groupe de réflexion composé de présidents, d'éducateurs, de joueurs, non peut-être pas, mais en tout cas des présidents et des éducateurs qui sont dans la R1 et qui connaissent un petit peu le football. On attend le fruit de ce travail-là. Ils se sont réunis dernièrement, je crois que c'était en début de semaine. Ils vont sûrement se réunir de nouveau. Et le comité de ligue prendra connaissance de leurs réflexions et nous reviendrons vers vous pour la saison 2021-2022 en fonction. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Alors, la semaine prochaine, en tout cas, pardonnez-moi, en fin de semaine, ce sera la 16e journée que l'on va voir tout de suite. La 16e journée avec le Club Sport qui sera opposé au stade de Lamantinois. Arsenal face à l'AS Gosier, la Juventus de Sainte-Anne contre le CSM. Semble-t-il que ça va être un match de gala. L'Amical face à la Gauloise, exempt la Solidarité Scolaire. Et dans le groupe B, on va voir tout de suite le Phare face à la Red Star. Ah, c'est un match important. Oui, match important. Justement, USBM, Jeunesse Évolution, là aussi c'est un match important.
Racing, d'ailleurs, tous les matchs, il faut dire, Tous les de matchs la sont Régionale importants, 1, ce sont des matchs importants. Racing USR, eh bien, ce sera le 13. Et puis le CFA face à la jeunesse, pardon, face à la JSVH. À l'aller, il faut savoir que le CFA avait battu, si je crois bien, la jeunesse. Oui, ils ont gagné. Ils ont gagné contre. Voilà. C'était 3-1, je crois. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et Exan, donc, ça va être la Dynamo. Donc, vous voyez, c'est un championnat, ma foi, ô combien passionnant. Et puis, tous les matchs, bien, ça vaut le déplacement. C'est le cas de le dire. C'est un championnat extrêmement passionnant. Je l'avais déjà dit, donc début de saison, parce qu'avec cette formule-là, donc c'est obligé, le championnat est obligé d'être passionnant parce que là, il va y avoir 5 équipes qui vont reléguer, donc tout le monde va se battre pour rester. Et après, dans le haut tableau, donc après, Teddy vient de l'expliquer, là, c'est pas gagné d'avance, donc il faut être compétitif, il faut rester compétitif jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Alors, résultat et classement grâce à nos amis de Caraïbes Sport, il faut quand même le préciser. Alors, juste avant de vous quitter, on va parler un petit peu de la Gauloise. Voilà une équipe qui s'est réveillée. En début de saison, c'est vrai, elle était un petit peu, je dirais, un peu en sommeil. Hein. Aujourd'hui, on voit une équipe de la Gauloise qui est déjà, qui carbure, c'est le cas de le dire. Il est vrai que le début de la saison était compliqué et il y a eu un match référence qui était le match contre l'Es Gosier, le match nul acquis à l'extérieur qui a soudé l'équipe et depuis on sent que quelque chose s'est passé au sein de l'équipe. Je veux dire quand les joueurs parlent ensemble, on parle de réaliser quelque chose et je pense que toute l'équipe a envie de le faire et on a totalement confiance en eux et on va voir ce que ça va donner sur ces 3 derniers matchs. Voilà. Et Woody Vuto qui s'est retrouvé, messieurs. Ah oui, il est de retour un triplé tout récemment. Ah oui, il est de retour en feu, donc un triplé et doublé. Donc c'est un joueur qui a pétri de talent, vous le connaissez tous. J'ai eu la chance de jouer avec lui à l'USBM. C'est un joueur qui a un coup de patte exceptionnel, donc je pense qu'il peut faire encore mieux. Woody Vuto, après, c'est bien pour la Gauloise qui est de retour en forme pour cette année de 2021, donc j'espère qu'ils vont tenir jusqu'au bout. Et puis du côté de la Restart, justement, il y a un joueur qui marque un petit peu le pas. C'est un petit peu dommage. C'est Ondy Pougnier. Oui, Mondy Pougnier, en ce moment, il n'est pas au pic de sa forme. Donc, depuis 3 matchs, il n'a pas trouvé le fond du cible. Mais je crois moralement, il faut qu'on lui parle parce que c'est pas un garçon moralement maintenant. C'est pas au niveau footballistique, mais c'est surtout moralement, il n'est pas en pleine forme. Donc, je crois que si on doit faire un travail à plus, c'est surtout au niveau moral. Après, c'est un garçon qui bosse tous les jours. Midi, après le match, quand on dit Mondi, qu'est-ce que tu fais là? Bien là, je suis en train de faire des abdos. Donc, midi, c'est un garçon qui bosse beaucoup. Après, il faut qu'on joue. Quand on a un joueur comme, par exemple, Mondi Pougnier, comme Raphaël Mirval ou encore Ricardo Philibert, donc je ne vais pas dire qu'il faut mettre le collectif à sa disposition, mais il faut chercher des éléments, c'est des éléments qui peuvent apporter, c'est comme apporter de la nourriture dans la maison, c'est des joueurs qui peuvent tout faire sur le terrain, mais il faut un collectif, un très bon collectif derrière eux. Donc le cas de Mondi, il faut qu'on joue beaucoup plus sur Mondi, donc mettre surtout le collectif, pas jouer pour lui, mais l'aider beaucoup plus parce que quand tu vois Mondi à la Restart, donc les gars, il est un peu partout, il fait tout. Donc il fait tout, il fait la vaisselle, il fait tout à la maison, c'est ça. Voilà, messieurs, eh bien, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Alors, comme veut la tradition, avant de conclure, évidemment, eh bien, le mot de la fin. Ok, je vous remercie de votre invitation. Je trouve que c'est bien de mettre un petit peu à l'honneur notre profession, qui œuvre aussi dans le football. Donc voilà, on était très heureux de faire partie de votre émission ce soir. Teddy Fléau. Moi je dis bonne fin de saison à tous, ceux qui seront play-off, ceux qui seront play-down.
Et je pense que ça va être très très intéressant pour l'ensemble des spectateurs, acteurs du football et les journalistes et les personnes, les aficionados. Ça va être très très bien. Et merci infiniment pour votre éclairage. Jérôme? Merci Richard pour l'invitation. Et merci Teddy pour les explications parce qu'il m'a vraiment éclairci ce soir. Donc merci aux téléspectateurs. Donc quant à moi, je leur donne rendez-vous ce week-end pour le match Sporting CSB. Ah, Sporting CSB, d'accord. Et ce sera sur Total Sport et puis peut-être l'USBM Jeunesse Évolution, on verra. Mais ce qui est certain avec le Sporting, tous les matchs de Sporting sont diffusés. Donc cette saison, ils ont eu la chance, donc ils étaient arrivés au premier. Donc. Et c'est un club que vous connaissez bien puisque vous avez oui, c'est ma maison, donc voilà. C'est ma maison, c'est un club que j'adore beaucoup, donc voilà. Steve. On remercie surtout nos invités de nous avoir bien éclaircis, que ce soit sur la profession de kinésithérapeute et en plus et donc la Ligue par rapport à cette phase finale que je pense beaucoup de personnes n'avaient pas réellement mesuré ou compris comment ça allait fonctionner. Donc on a été ce soir informé des meilleures façons et puis on invite tout le monde, comme tous les jours, à nous suivre, à nous accompagner et accompagner les jeunes au football, venir dans les rencontres comme on a vu dernièrement aussi, donc, et de suivre attentivement, de voir l'évolution de nos jeunes qui sont en train de monter. Vous ne quittez pas votre petit écran puisque tout de suite après ce C'est le foot, vous aurez droit à cette rencontre palpitante entre l'AS Gosier et la solidarité scolaire. Merci de nous avoir suivis durant cette heure d'émission. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision à savoir Canal 10. Au revoir. Et 14 aussi.